Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui commenceraient à connaître ma chaîne, et au vu du titre de l'épisode, vous comprendrez bien vite que j'aime décidément traiter des homophones et des différences ou similitudes qu'il y a entre eux, selon leur orthographe, mais aussi selon leur origine. Pour celles et ceux qui découvriraient ma chaîne, déjà bienvenue. Et aujourd'hui, voyons s'il y a une différence ou non entre la voix chantée et la voix empruntée. Je suis votre folle rugisseur, Liseron de la Lyrine, pour le podcast des métamologies, où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. Commençons par la voix chantée. Du latin classique vocem, l'accusatif de vox, qui pourrait se définir par la voix, l'accent, le son, le ton, le mot, voire même le vocable, et qui au pluriel donnera d'ailleurs l'essence de parole ou propos, il serait attesté pour parler de la voix d'un humain dès la fin du Xe siècle sous la définition « ensemble de sons produits par le larynx quand les cordes vocales entrent en vibration sous l'effet d'une excitation nerveuse rythmique ». Rien que cela. Avant d'être à nouveau défini au XIIe siècle par la capacité de produire un ensemble de sons au moyen de l'appareil phonatoire ou la manière dont cet ensemble de sons est émis. Comme on pouvait le lire en ce sens d'ailleurs dans l'œuvre Roland où il est écrit s'écrier à sa voix grande et haute. Toutefois, la voix pourra aussi signifier l'organe du langage humain servant à l'expression de la pensée et des sentiments. Ici, la manière dont cet organe est employé. C'est pourquoi, notamment, vers la fin du XIIe siècle, il décrira le conseil, un avertissement, l'ordre ou l'appel exprimé par quelqu'un, et qui modifiera le sens de la voix dès le XIIIe siècle par le langage, et qui sera usité par exemple tel quel par Guillaume d'Orange dans sa chanson de geste Alice Cants. À voix païenne, c'est le conte écrié. Encore qu'avant 1266, le terme définissait aussi une influence, une autorité ou le crédit d'une collectivité, comme on pourra le lire dans les Assises de Jérusalem. Ciel qui n'envoie ni réponse en la cour d'assises. Toutefois, bien que la voix avait bien des sens variés, c'est vraiment au XIIIe siècle qu'elle désignera autant le son émis par un être vivant que le mot ou la parole, et encore le fait d'avoir le droit de dans l'expression « avoir voix de », et qui plus tard donnera la locution « donner sa voix à quelque chose », c'est-à-dire y consentir. Ceci dit, la définition du mot raccourcira dès le XIVe siècle pour ne définir désormais plus que la capacité de produire un ensemble de sons musicaux au moyen de l'appareil phonatoire, et que Nicole Oresme écrivit en ce sens dans ses éthiques avec l'expression « mélodie de voix humaines et de sons faites par des instruments ». Pourtant, au XVIIe siècle, la voix désignera tout aussi bien le droit d'exprimer son opinion dans une assemblée ou un scrutin, droit d'expression qui sera pourtant décrit comme la voix dès le XVIe siècle, qu'un chanteur, tandis que la phonétique définira la voix sous le sens de phonème qui entraîne la vibration de cordes vocales et qui font partie des voyelles. A noter que la voix sera évidemment aussi définie comme un son émanant de tout animal ayant le même style d'organes vocaux que nous, comme les chiens ou les chats par exemple. Concernant les choses inanimées, car oui, il semblerait que la terminologie de la voix pourrait être aussi usitée pour des choses et non pas seulement vivantes, c'est au XIIe siècle de même que l'on en retrouverait le sens de bruit que l'on assimile à la voix humaine, d'instruments de musique, de phénomènes de la nature ou encore de certains objets. Dans Roland encore, on retrouve un exemple flagrant avec la phrase « Les voix des corps en sont moult claires ». D'ailleurs, au début du XVIe siècle, la voix personnifiait justement une personne qui parle, puisqu'on pourrait dire ou écrire par exemple la voix qui console. C'est de là alors qu'au début du XVIIe siècle, une voix humaine pouvait tout autant signifier un des jeux de l'orgue. Notez encore que dans la grammaire, la voix décrira dès le milieu du XVIIIe siècle la forme que prend le verbe suivant que l'action est faite ou subie par le sujet, lorsqu'on l'utilisera dans les expressions telles que la voix active, voix passive, ou encore la voix moyenne, voire même la voix pronominale. Vraiment, un seul mot peut donc contenir bien des sens divers, comme vous l'aurez compris. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisque la voix empruntée recèle tout autant de sens variés. Du latin via, ou via, bien sûr en latin, qui désigne le chemin ou la route, ou même le voyage, le trajet, le conduit ou même le canal, voire encore le genre, la méthode, le moyen ou le procédé, nous ressentons déjà que dès l'origine, la voix avec un E final détient bien des significations diverses. Quoi qu'il en soit, le terme serait attesté dès le XIIe siècle pour définir, durant cette période, un parcours que l'on suit pour aller d'un point à un autre,
un espace aménagé pour permettre les déplacements d'un point à un autre, ou encore une conduite considérée comme un chemin que l'on peut suivre, une façon de procéder, une conduite à suivre, comme on peut le lire d'ailleurs dans le Psautier d'Oxford avec l'expression « la voie des justes ». En suivant, durant la deuxième moitié du XIIIe siècle, la voie avec un E définira aussi bien un chemin par où une bête a passé qu'un moyen d'action judiciaire, et qui au XVe siècle prendra le sens plus général de moyen dont on se sert. Il faudra attendre, ceci dit, le XIVe pour que la variété de sens grandisse encore. En effet, en anatomie, on l'utilisera pour parler d'un itinéraire ou conduit naturel, puisqu'on disait alors par exemple la voie de la viande, certainement pour parler du gosier, de l'intestin ou peut-être même de l'estomac. Par ce biais, son utilisation s'étendra au fil des siècles aux locutions voie urinaire, voire même voie d'eau pour le domaine maritime. C'est probablement par ce principe, que dis-je, par cette voie justement, qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, ce mot tant usité prendra le sens suivant. Espace entre les roues d'une voiture, ou encore, plus technique, la largeur d'un trait de scie, et ensuite passage successif sur l'appareil à l'aîné. En un seul mot, l'aîné, L-A-I-N-E-R. Continuant d'être utilisé au fil du temps, il ira jusqu'à décrire un intermédiaire ou une suite d'intermédiaires qui permet d'obtenir quelque chose. Puis, en chimie, la manière de procéder. D'où, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, il pourra s'entendre dans les expressions voie humide et voie sèche. C'est, il faut le dire, avec l'industrialisation que ce mot parlera plus pour les nouvelles inventions. Les voies de fer qui deviendront après les voies ferrées. De ce mot découleront d'ailleurs deux variantes. Tout d'abord dès le XIIIe siècle avec la voyette, pour désigner la petite voie dans la région ouest de la France, comme on peut le lire encore dans Le blé qui lève de René Bazin publié en 1907. Les sarcleuses passées prenant chacune l'une des voyettes étroites que les rigoles creusent entre les planches semées. Puis fut créé au XIXe siècle l'apax, c'est-à-dire un terme qui n'a qu'un seul exemple d'utilisation, le terme voyable pour décrire une voie de circulation praticable, comme on peut le voir dans Trésor des fèves et fleurs des pois, publié en 1833 par Charles Nodier dans la phrase suivante. Il n'y a pas ombre de calèche dans ce sentier qui me paraît d'ailleurs peu voyable aux équipages. Mais alors que nous apprend donc toute cette profusion de signification et de définition pour ces deux petits mots qui oralement pourraient d'ailleurs par trop se ressembler? Déjà que leur origine n'est pas la même, puisque l'un viendrait de Vocem, l'autre de Ouïa. Cela pourrait bien suffire, mais nous apprendrons aussi que selon les époques, leur sens dérivera toujours pour désigner d'autres choses, par métaphore ou par emploi technique, ou même visuel. La voix chantée désignera autant celle de l'homme que d'un animal, ou encore celle du vent dans les arbres, tandis que la voie empruntée sera autant le chemin que nous foulons de nos pas que le chemin que prend l'urine ou encore un bateau sur les rivières construites ou même naturelles. Une voie avec un X pourra être un suffrage pour le XIXe siècle, tandis que voie avec un E pourra être un recours par une assemblée en justice. En somme, c'est notre présent et notre vision collective sur un mot qui peut le faire varier dans sa définition première. Et il n'y a pas qu'avec voix et voix pour lesquels cela fonctionne, mais ça, c'est à vous de le découvrir. Et puis, soyez certains que je vous en proposerai bien d'autres. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, puissiez-vous porter haute votre voix et trouver même votre voix. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles étymons.